La catégorie GT3 est, je pense, l'une des catégories les plus disputées et les plus médiatisées dans le sport auto actuel. Les GT3 roulent partout dans le monde, dans de très nombreux championnats et avec au volant des amateurs comme des pilotes officiels. Dans cette vidéo, mon objectif est de vous parler du prix de ces autos, un peu comme ce que j'ai fait il y a pas très longtemps pour le rallye avec les Rally 2 et ça vous avait beaucoup plu. Il y a quelques années, acheter une GT3 neuve coûtait déjà autour de 400 000 € hors taxe. C'était déjà une somme, mais le prix de ces autos a encore explosé ces dernières années. Les dernières GT3 tournent désormais souvent entre 575 000 et 700 000 € hors taxe pour la voiture seule. Et selon les marques, certaines offres peuvent même parfois dépasser 800 000 € hors taxe. Et là, je vous parle uniquement de la voiture nue, sans les options, sans pièces de rechange, sans outillage spécifique ou encore la livraison. Et pour un acheteur qui ne récupère pas la TVA, certains modèles dépassent aujourd'hui le million d'euros de TTC une fois correctement équipés. Et évidemment, je compte même pas le budget nécessaire pour les faire rouler pendant toute une saison. Donc aujourd'hui, mon objectif est de répondre à une question assez simple et qui alimente pas mal de fantasmes. Combien coûte vraiment une GT3 moderne ? Et puis aussi, essayer de comprendre pourquoi les prix ont autant explosé ces dernières années. Parce qu'à l'origine, le GT3 devait être une catégorie destinée aux clients. Évidemment, ça n'a jamais été du sport automobile accessible au commun des mortels. Mais à l'échelle du très haut niveau, l'idée était quand même de proposer des voitures relativement simples, produites en nombre et vendues à des équipes privées capables de rouler dans plein de championnats différents. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai dit, certaines GT3 se rapprochent, voire dépassent le million d'euros une fois réellement équipées et ça devient fou. Pour moi, ça pose une question. Est-ce que le GT3 est en train de perdre ce qui a fait son succès ? Et cette question, je suis visiblement pas le seul à me la poser. En juin 2026, donc tout récemment, Stéphane Ratel, l'homme qui a créé le GT3 moderne, a lui-même alerté les constructeurs sur l'escalade actuelle des coûts et de la complexité des voitures. Je fais une mini-pause. Si ce genre de sujet sur les coulisses et les vrais coûts du sport automobile vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. Plus on est nombreux, plus j'ai de poids pour obtenir directement des informations auprès des constructeurs, des équipes et des propriétaires de ces voitures. Merci à vous et je reviens tout de suite au sujet. Avant de commencer, je précise quelque chose d'important sur les chiffres de cette vidéo. Parce qu'en sport automobile, les vrais prix sont rarement affichés clairement sur un site internet. Les données que je vais utiliser viennent donc de plusieurs sources. Il y a d'abord les tarifs publics communiqués par les constructeurs, en général dans leur communiqué de presse. Ça peut arriver. Mais j'ai également contacté directement plusieurs constructeurs pour obtenir des devis, des offres commerciales ou des bons de commande, notamment pour les dernières autos dont les chiffres ne sont pas disponibles publiquement. J'ai aussi recoupé ces informations avec des équipes et des pilotes qui achètent et exploitent réellement ces voitures, que ce soit en compétition ou en loisir. Malgré ça, il faut garder en tête qu'un tarif peut varier selon le pays, le taux de change, les options, les packs, la date de la commande et la relation commerciale avec le constructeur, bien sûr. L'objectif, c'est donc pas de vous donner un prix au centime près, c'est plutôt de vous donner des vrais ordres de grandeur. Parce qu'en creusant le sujet, sur les réseaux sociaux, les forums, etc., comme souvent, on lit quand même pas mal de bêtises. Pour commencer, on va juste revenir un petit peu en arrière. En 2020, la Mercedes AMG GT3 Evo était annoncée à 399 000 € hors taxe. L'Audi R8 LMS GT3 Evo était proposé à 429 000 € hors taxe en 2021. On parle déjà de grosses sommes, c'est ce que je disais en intro. Il y a encore 5-6 ans, une GT3 coûtait en moyenne 400 000 € hors taxe. J'ai pris ces deux exemples car pour moi, la Mercedes et l'Audi représentent assez bien l'âge d'or du modèle GT3 client. À L2, elles ont été produites à plusieurs centaines d'exemplaires. Elles ont gagné partout dans le monde et elles ont été exploitées par énormément d'équipes différentes, aussi bien dans des championnats nationaux que dans les plus grandes courses du monde. C'était exactement l'objectif de la catégorie GT3. Aujourd'hui, les tarifs des nouveaux modèles ont explosé. La BMW M4 GT3 Evo est annoncée à 578 000 € hors taxe pour la voiture seule. Avec la TVA française, on est déjà à 694 000 € TTC. Et encore une fois, la voiture n'est pas prête à faire une saison complète uniquement parce que tu viens de la payer. La Porsche 991 GT3 R, optimisée pour la saison 2026, est annoncée à un tarif similaire, 573 000 € hors taxe. Pour la BMW et la Porsche, ce sont les tarifs officiellement communiqués par les constructeurs. Pour les modèles suivants, les constructeurs sont beaucoup moins transparents. Je vais donc m'appuyer sur des devis, des offres commerciales et des informations recoupées auprès d'acheteurs. Chez Aston Martin, on monte d'un cran. La Vantage AMR GT3 Evo avait été annoncée à 575 000 livres hors taxe. Avec le taux de change, on est déjà autour de 660 000 € hors taxe. Mais d'après un devis récent reçu pour une voiture destinée à la saison 2026, le tarif minimum serait désormais supérieur à 700 000 € hors taxe. La McLaren 720S GT3 Evo se trouve dans une zone similaire. D'après les informations que j'ai reçues, la voiture seule se situerait autour de 600 000 € hors taxe. Après, c'est toujours la même histoire. Il faut ajouter à ça les jantes, les équipements et les éléments obligatoires pour l'exploiter correctement. Et là, on se rapproche plutôt de 700 000 € hors taxe. Si on regarde du côté des constructeurs américains, c'est pas moins cher, au contraire même. La Corvette Z06 GT3 R était annoncée à 735 000 $ lors de son lancement. Et la Ford Mustang GT3 va encore plus loin. Sur les documents officiels liés à une commande que j'ai pu consulter, le montant total indiqué pour la voiture dépasse déjà 950 000 $. Et derrière, il faut encore récupérer la voiture aux États-Unis ou payer son transport, ajouter les
les options, l'outillage et les pièces de rechange. Mais le cas le plus extrême aujourd'hui, c'est probablement Ferrari. La Ferrari 296 GT3 était déjà très chère, et sa version Evo semble avoir franchi un nouveau cap. D'après plusieurs informations recoupées, une voiture neuve nue dépasserait les 800 000 € hors taxe. Ferrari ne communique pas publiquement un tarif unique et clair, donc il faut rester prudent. Mais tous les retours vont dans la même direction. La 296 GT3 Evo serait aujourd'hui l'une des GT3 les plus chères du marché, si ce n'est la plus chère. Et même sur le marché de l'occasion, certaines 296 GT3 non Evo se vendent déjà plus de 600 000 € hors taxe. Vous pouvez regarder sur mon site gotothegrid.com, j'en ai vu quelques-unes passer à la vente. Et c'est là que la situation devient paradoxale. Tout le monde trouve ces prix complètement fous, mais les voitures se vendent quand même. D'ailleurs, les carnets de commandes sont remplis. Les constructeurs continuent de développer de nouvelles générations, des versions Evo, etc. Et les grilles restent pleines. Alors, est-ce que les prix sont réellement trop élevés ou est-ce simplement devenu le nouveau prix du marché? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le prix affiché de la voiture, c'est que le début. Quand un constructeur annonce une GT3 à 600 000 € hors taxe, ça ne veut pas forcément dire que tu peux la recevoir et l'amener sur un circuit pour prendre le départ d'une grande course. Il faut y ajouter un pack endurance, des capteurs, des systèmes électroniques supplémentaires, des outils spécifiques, des jantes, un stock de pièces surtout, et parfois du matériel propre au championnat dans lequel tu veux rouler, etc. Et ensuite, justement, il faut la faire rouler. Les pneus, les freins, les pièces d'usure, les révisions de la boîte, les révisions du moteur, les mécaniciens, les ingénieurs, les essais privés, le transport, les inscriptions aux courses, le support constructeur et évidemment la casse. Audi on the left, it is going to be Arjun Maini who leads, and Maxime Martin then in the red and white Mercedes makes contact, and again a Boots and Porsche demolished, and there's absolute mayhem, and that takes out the leaders, 6, 7, 8, 9 cars, absolute mayhem, and all of that was triggered long before the corner. Dans certains cas, le plus gros problème, c'est même pas d'acheter la voiture, c'est d'avoir suffisamment de budget pour l'exploiter correctement pendant toute une saison. Parce qu'une GT3 neuve sans essai, avec trop peu de pièces et une équipe sous-dimensionnée, ça sert pas à grand chose. Tu peux avoir dépensé 700 000 € dans la voiture et être quand même très loin d'avoir un programme compétitif. Alors pourquoi ces voitures ont-elles autant augmenté? La première raison, c'est qu'une GT3 moderne n'a plus grand chose à voir avec les premières GT3 du milieu des années 2000. À l'origine, la philosophie était assez simple. Plutôt que d'imposer aux constructeurs de développer une voiture entièrement nouvelle, le GT3 permettait de partir de modèles dérivés de voitures de série, dont certaines existaient déjà en coupe monomarque, puis d'adapter leurs performances grâce à la BOP pour les faire courir ensemble. La BOP, c'est la balance de performance. Le but était justement de limiter la course au développement qui avait rendu les anciennes catégories GT1 et GT2 beaucoup trop coûteuses. Et l'alerte de Stéphane Rattel va justement plus loin que la simple question du prix. Pour lui, une GT3 doit rester une voiture de route que l'on adapte pour la compétition. Si on commence à concevoir d'abord une véritable voiture de course en exploitant le règlement au maximum avant de fabriquer une version routière uniquement pour pouvoir l'homologuer, on retombe finalement dans une logique de GT1. Et c'est précisément cette course à l'armement qui avait fini par tuer le GT1 à la fin des années 90. Aujourd'hui, les GT3 ressemblent toujours extérieurement à des voitures de route. Enfin, plus ou moins quoi. Mais techniquement, certaines se rapprochent presque de prototypes habillés comme des supercars. L'aérodynamique a pris une importance énorme. Les constructeurs travaillent sur la charge, la stabilité, le comportement sur les bosses, la sensibilité aux hauteurs de caisse, la gestion des pneus et l'efficacité sur de très longs relais. Et le plus compliqué, c'est qu'une GT3 doit être performante avec des pilotes professionnels, tout en restant suffisamment prévisible pour être conduite par des gentleman drivers, des amateurs. Elle doit être rapide mais prévisible, fonctionner sur des circuits aussi différents que Spa, Daytona, Sebring ou encore le NURB, et s'adapter à plusieurs pneus, règlements et méthodes de balance de performance. Cette polyvalence mondiale fait partie de la force du GT3, mais elle coûte extrêmement cher en développement. Après, il faut aussi nuancer. C'est pas uniquement une course à la sophistication voulue par les constructeurs. Les voitures de série deviennent plus lourdes et plus imposantes, notamment avec l'hybridation, et sont donc parfois beaucoup moins adaptées à la compétition. En fait, ça pousse les marques à développer des modèles de plus en plus spécifiques. Et il y a aussi une autre réalité beaucoup plus simple. Les clients sont là. La GT3 est devenue la catégorie reine du grand tourisme mondial. On retrouve ces voitures en GT World Challenge, en DTM, en British GT, en IMSA, en Asian Le Mans Series, au NURB, à Spa et désormais en WEC avec la catégorie LMGT3. Pour un constructeur, développer une GT3 permet donc de vendre des dizaines, voire des centaines de voitures à travers le monde. Et tant qu'une voiture à 700 ou 800 000 € trouve des clients, il n'y a pas vraiment de raison économique de la vendre moins cher. Contrairement à certaines catégories en rallye par exemple, il n'existe pas aujourd'hui de plafond tarifaire suffisamment contraignant pour empêcher le prix des GT3 de continuer de monter. La FIA et les organisateurs encadrent les performances, l'homologation et la BOP. Mais si
un constructeur réussit à vendre sa voiture beaucoup plus cher que ses concurrents, le marché peut l'accepter. La limite n'est donc pas vraiment réglementaire, elle est économique. Tant que les équipes achètent, les prix peuvent continuer de monter. Et cette inflation ne concerne d'ailleurs pas uniquement le GT3, on retrouve aussi cette hausse sur les GT4. Évidemment, elles restent beaucoup moins chères qu'une GT3, ces voitures. Elles sont également plus proches des voitures de série et moins sophistiquées. Mais les dernières générations, les versions Evo, les pièces, les options et les coûts d'exploitation suivent eux aussi une tendance haussière. Donc ce qui se passe en GT3 est la partie la plus spectaculaire d'un phénomène plus large. L'ensemble de la pyramide GT devient de plus en plus cher. Et c'est particulièrement intéressant lorsqu'on regarde la création de la catégorie GT2 moderne. Malgré son nom, une GT2 actuelle ne se situe pas au-dessus d'une GT3 dans la hiérarchie des performances, contrairement à ce que le chiffre pourrait laisser penser. C'est pas non plus l'héritière directe de l'ancienne GT2 des règlements d'endurance qui avaient progressivement évolué vers la catégorie GTE. La nouvelle GT2 reprend surtout ce nom historique avec une philosophie différente. Davantage de puissance qu'une GT3, mais moins d'aéro et des voitures pensées avant tout pour être accessibles aux pilotes amateurs. La GT2 moderne se place plutôt entre le GT3 et la GT4 au niveau des performances. Elle peut avoir plus de puissance qu'une GT3, je l'ai dit, parfois près de 700 chevaux, mais elle produit moins d'appui aéro. Lorsque SRO a présenté ce concept en 2018, l'idée était notamment de revenir vers des voitures spectaculaires, puissantes et davantage adaptées aux pilotes amateurs. Parce que les GT3 devenaient de plus en plus efficaces, aérodynamiquement, mais aussi de plus en plus techniques et exigeantes. Donc oui, la naissance du GT2 moderne est bien liée à l'évolution du GT3. Mais je dirais pas que le GT2 a été créé uniquement parce que les GT3 étaient devenus trop chers. Malgré des voitures spectaculaires comme la Maserati MC20 GT2 ou la Mercedes AMG GT2, la catégorie n'a jamais atteint la diffusion mondiale du GT3. Ce qui montre aussi que le prix ne fait pas tout. Les équipes veulent des voitures utilisables dans beaucoup de championnats. Et sur ce point, la GT3 reste pratiquement imbattable. Mais est-ce que le GT3 ne risque pas finalement de suivre le chemin du GTE? Le parallèle peut sembler inquiétant. Souvenez-vous, le GTE était une catégorie exceptionnelle. Les voitures étaient incroyables, les programmes usines prestigieux et les courses magnifiques. Mais au fil des années, le GTE était devenu une catégorie extrêmement coûteuse, reposant sur un nombre limité de constructeurs et des programmes très professionnels. Le modèle devenait de plus en plus difficile à maintenir à long terme et le WEC a finalement choisi de le remplacer par le LMGT3 en 2024. Le GT3 devait justement offrir une solution plus durable, plus de constructeurs, plus de voitures produites, plus de championnats, plus de pièces disponibles. Et surtout une catégorie réellement pensée pour les équipes clientes et les pilotes amateurs. À ce jour, le GT3 est loin d'être mort, attention. Les grilles sont pleines, les constructeurs continuent d'investir, des nouvelles voitures arrivent et les plus grandes courses attirent toujours énormément de monde. Donc dire que le GT3 est devenu le nouveau GTE, comme j'ai pu le lire, serait clairement exagéré. Mais je pense que la trajectoire mérite d'être surveillée. Les voitures deviennent plus chères, beaucoup plus chères même, plus complexes, plus professionnelles, et les équipes doivent investir toujours plus pour rester au niveau. Parce qu'il y a aussi le sujet des versions Evo. Sur le principe, une évolution n'est pas forcément négative. Elle peut améliorer la fiabilité, réduire l'usure, faciliter l'entretien, rendre la voiture plus simple à piloter ou corriger certains défauts aéro et mécaniques. La future Corvette Z06 GT3R Evo en est un bon exemple. D'après Corvette Racing, l'objectif principal n'est pas de transformer visuellement la voiture ou de chercher énormément de performance, mais surtout d'améliorer sa fiabilité et sa facilité d'entretien. En gros, je crois qu'il est question de mieux protéger les radiateurs contre les débris, de revoir certains éléments mécaniques et d'adapter légèrement les rapports de boîte. Mais ces évolutions peuvent arriver assez rapidement. Un constructeur peut généralement proposer une Evo après 3 ou 4 saisons seulement. Un kit permet souvent de mettre à jour la voiture existante sans devoir acheter un châssis entièrement neuf, ce qui reste évidemment positif. Mais pour les équipes, ça représente quand même une dépense supplémentaire. Dans certains championnats, l'adoption de nouvelles évolutions peut même devenir obligatoire. Il faut alors acheter le kit, modifier la voiture, mettre à jour le stock de pièces et aussi former les mécaniciens. C'est toujours moins coûteux que de racheter une voiture complète, mais ce cycle peut être difficile à absorber, surtout pour les petites structures. Une grande équipe peut renouveler son parc, alors que pour un privé, l'arrivée d'une Evo peut aussi provoquer une forte décote de sa voiture, même si elle reste parfaitement capable de rouler. Et justement, que deviennent les anciennes GT3? Heureusement, elles ne deviennent pas totalement inutiles du jour au lendemain. Elles peuvent continuer à rouler dans des championnats nationaux, dans certaines catégories secondaires, en essais privés ou en track day. Et désormais, les toutes premières GT3 commencent même à devenir des voitures historiques. Une série spécifique a même été créée pour accueillir des autos homologuées entre 2006 et 2013. On revoit donc en course des Ferrari F430 GT3, des BMW Z4 GT3, des Audi R8 LMS de première génération, des Lamborghini Gallardo, des Porsche 997 ou encore des Aston Martin V12 Vantage GT3. Et perso, je trouve ça incroyable, parce que ces voitures ne paraissent pas si anciennes. Pourtant, elles représentent déjà une époque totalement différente du GT3. Une époque où certaines voitures étaient plus simples, moins chères et peut-être plus faciles à exploiter pour des petites équipes. Alors au final, est-ce que les GT3 sont devenus trop chers? Honnêtement, je trouve que la catégorie arrive quand même dans une zone assez dangereuse. Ce qui me choque le plus, c'est pas qu'une GT3 soit chère. Évidemment qu'une voiture
de ce niveau ne va jamais coûter 100 000 €. Ce qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle les tarifs ont augmenté. On est passé d'environ 400 000 € avant le Covid à parfois presque le double en seulement quelques années. Quand une voiture approche du million d'euros en configuration réellement exploitable, ça devient quand même difficile de continuer à parler d'une catégorie client relativement raisonnable. Évidemment, le GT3 reste moins coûteux qu'un programme prototype de très haut niveau ou qu'un engagement usine. Mais c'est pas vraiment le sujet. Le GT3 s'est construit sur l'idée que des équipes privées et des pilotes amateurs très fortunés pouvaient accéder aux plus grandes courses avec une voiture vendue et suivie par un constructeur. Si les prix continuent de monter trop rapidement, la catégorie risque progressivement de se refermer autour des plus grosses structures. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je constate à mon petit niveau, bien au-delà du seul cas du GT3. J'ai l'impression que le fossé se creuse de plus en plus entre le sport automobile professionnel ou de très haut niveau et le sport automobile amateur. Tout en haut, il y a encore énormément d'argent avec des budgets qui peuvent parfois paraître presque indécents. Mais pour les petits amateurs, les petites équipes et même les structures intermédiaires, ça devient de plus en plus compliqué d'acheter une voiture, de la faire rouler et simplement de continuer à pratiquer. Le WEC, le GT World Challenge Europe ou les plus grandes équipes peuvent probablement encore absorber cette augmentation. Mais le véritable danger concerne les championnats nationaux et les petites structures qui ont justement permis au GT3 de se développer partout dans le monde. Si ces équipes ne peuvent plus acheter et exploiter les voitures, la catégorie risque de perdre progressivement toute sa base. Et pourtant, je l'ai dit, le paradoxe reste entier. Les voitures se vendent, les grilles sont pleines et les championnats fonctionnent. Et puis le public surtout adore ces autos. Pour l'instant, le modèle tient donc très bien, mais l'absence de limite claire peut devenir un problème à long terme. Chaque constructeur veut proposer une voiture plus aboutie, plus facile à piloter, plus fiable, plus adaptable avec davantage de support. Et tout ça finit par se retrouver sur la facture. Alors oui, une GT3 à 600, 700 ou 800 000 € hors taxe reste une voiture absolument extraordinaire. Elle peut rouler partout et dans les plus grands championnats du monde sur les plus beaux circuits. Elle peut être conduite par un gentleman driver comme par certains des meilleurs pilotes professionnels de la planète. Mais à force de vouloir tout faire, le GT3 risque aussi de devenir trop cher pour ceux qui ont justement fait son succès. Et finalement, la question c'est peut-être à partir de quel prix une catégorie pensée pour les clients cesse-t-elle vraiment d'être une catégorie client? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je suis pas trop parti dans tous les sens. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.